Bonsoir à tous et à toutes. Déjà, on remercie les associations de nous avoir invités ce soir. Je crois que c'est important aussi d'avoir une parole d'activiste quand on parle de libération animale, parce que la théorie c'est bien, mais elle doit aussi s'incarner dans les pratiques, parce qu'une théorie dénuée d'expérience et dénuée de créativité et de tentative de changer quelque chose, elle reste pour nous finalement lettre morte. Aujourd'hui, peut-être on aimerait parler de la liberté animale du côté de la stratégie politique qui est à l'œuvre dans le mouvement antispéciste et qui nous semble aujourd'hui poser problème. Et on aimerait d'abord parler de la puissance d'agir des animaux, qui sont énormément invisibilisés, bizarrement, dans la lutte antispéciste. Alors, pourquoi parler de la puissance effectivement d'agir des animaux? C'est que déjà, on va commencer par parler de notre expérience, en fait militante, tout simplement, Célan et moi. Lorsque l'on est arrivé en fait dans le milieu antispéciste, l'expérience que l'on a faite, c'est celle de l'impuissance. L'impuissance a changé les choses. Aujourd'hui, tous les mouvements sociaux font ce constat, vous allez me dire, et c'est très vrai. Aujourd'hui, quand on participe aux luttes émancipatrices, finalement, on fait cette affreuse expérience de l'échec. On se sent impuissant, on n'arrive pas à faire changer les choses, et je crois que dans le mouvement antispéciste, l'échec est double. Il est d'abord l'échec sur l'exploitation animale en tant que telle, c'est-à-dire qu'on n'a obtenu aucune amélioration. La situation est de pire en pire, il n'y a rien qui se passe. Et en plus, on est invisibilisé dans le mouvement social de la gauche lui-même. Voilà, c'est une lutte qui est méprisée, la lutte antispéciste qui est complètement moquée, qui est ignorée et finalement qui est raccrochée à une espèce de capitalisme vegan à la mode, et la lutte politique antispéciste passe complètement à la trappe. Et cet échec-là, il est encore plus difficile à vivre. C'est pour ça qu'il est aujourd'hui aussi important d'être là, ce soir pour nous. Alors, cette situation d'impuissance, eh bien, il faut d'abord commencer par l'admettre. Il faut l'admettre parce que c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et pour sortir de cette impuissance politique, eh bien, il faut regarder la stratégie politique qui est à l'œuvre, finalement, dans le mouvement antispéciste. Parce que c'est là, à notre avis, que se situe le principal problème. Dans toutes les luttes émancipatrices au cours de l'histoire, il y a deux modes de politisation qui se sont toujours articulés et même, on pourrait dire, opposés. Le premier mode de politisation, la première stratégie politique qui a été à l'œuvre, c'est ce qu'on appelle une politisation de la souffrance. C'est une politisation qui consiste à parler à la place de l'opprimé. Dans les luttes, par exemple, contre l'esclavage, c'est tout le courant des abolitionnistes blancs qui racontaient ce que vivaient les esclaves, qui essayaient de montrer qu'il y avait une souffrance de l'esclave, etc. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle la politisation de la souffrance, c'est une politisation du négatif. Or, le mouvement antispéciste est de part en part une politisation de la souffrance animale. Les animaux ne sont présentés que comme des êtres souffrants. Les vidéos d'abattoirs, les pancartes où on dit nos voix pour eux, parce que comme s'ils ne pouvaient pas parler, comme s'ils ne pouvaient pas s'exprimer, etc. Donc on est vraiment dans quelque chose du négatif, une espèce de politique qui est un petit peu paternaliste, et qui consiste à faire comprendre la souffrance, à l'expliquer par des récits, par des happenings, par des démonstrations dans la rue, etc. Mais pour nous, en tout cas c'est ce qu'on pense, cette stratégie-là ne peut conduire à la libération animale. Elle ne peut conduire à la libération animale parce qu'elle oublie les opprimés. Parce que les opprimés n'ont aucun rôle à jouer finalement dans cette lutte-là. Ils sont complètement invisibles, ils sont réduits au rang de victimes, en position même, on pourrait dire, de figurants. C'est une politique qui est basée sur l'information, la prise de conscience et absolument pas sur l'action politique. Et nous, ce qui nous a frappé avec Célan, c'est effectivement ce positionnement-là. Ce positionnement-là qui oublie les opprimés, et nous trouvons ça extrêmement choquant. Et en fait, cette stratégie-là, elle est extrêmement inefficace. Et elle est d'ailleurs partagée par ce qu'on pourrait appeler les sachants de la cause animale. Nous avons peu de sympathie pour M. Émeric Caron, que je cite ici, et qui nous présente l'antispécisme comme la défense des plus faibles, des opprimés, des humiliés. Il s'agit d'élargir notre sphère de considération morale et par là même d'honorer l'un des attributs de l'Homo sapiens. Quelle belle leçon de spécisme, Monsieur Caron, vous nous faites là. Cette perspective politique n'est effectivement pas celle de la libération animale, elle est celle de la protection animale, celle de la charité, et c'est une perspective dans laquelle nous ne nous reconnaissons pas. Alors, bien évidemment, l'échec est inscrit dans cette stratégie politique. En plus, on pourrait dire que, alors je suis désolée, je passe un petit peu plus vite les diapos, mais j'ai peu de temps pour expliquer tout ça.
Mais je m'arrête quand même sur celle-ci. Effectivement, il y a dans la théorie féministe aussi, comme l'a rappelé Myriam, voilà, tout ce courant aussi qui dénonce effectivement le manque de place des opprimés dans le but elle-même. Je vous cite juste Bell Hooks, qui parle « Il faut prendre garde à ne jamais parler à la place des autres au nom d'une objectivité fantasmée, affirmant au contraire le lieu depuis lequel on parle, car il faut ancrer notre stratégie politique dans des modes d'existence réels et développer notre lutte à partir d'expériences concrètes. » C'est très vrai. Alors effectivement, faire de la politisation de la souffrance, de la politique paternaliste, ça donne un antispécisme qui est récupérable par le système capitalisme. Forcément, puisque ça ne fait appel qu'à l'empathie, à la charité, donc hop, on a le véganisme qui sort derrière, à grand renfort de hashtag branchés, de nouvelles modes véganes, etc. Ça donne lieu aussi à un antispécisme qui est dépolitisé, puisque finalement il ne parle que de la souffrance animale, donc il s'accommode très bien de positions d'extrême droite, puisque ce n'est qu'un appel à la sensiblerie. Donc ça donne en fait une impasse. On aboutit à une impasse complète avec cette stratégie politique-là, et forcément ça pousse aussi le milieu militant à utiliser des modes d'action très classiques finalement, qui se cantonne à ce qu'on appelle l'expression publique, donc manifestation, pétition, rassemblement, etc. Et finalement des modes de contestation qui sont très attendus par l'État et qui sont aujourd'hui qui ont prouvé leur grande inefficacité. Alors, face à cette stratégie politique qui est complètement abstraite et qui crée un écart entre nous, militants humains finalement, et les animaux, les autres qui sont relégués au rang de victimes, que pourrions-nous inventer d'autre? Et qu'est-ce qui, dans l'histoire, a fonctionné d'autre dans les politiques émancipatrices? Eh bien, c'est la politisation de la puissance d'agir des opprimés. Et dans les luttes contre l'esclavage, c'est effectivement toutes les rébellions des esclaves eux-mêmes qui se sont effectivement révoltés contre l'oppression qu'ils subissaient. Ça, c'est de la politisation de la puissance d'agir des opprimés eux-mêmes. Et tout à l'heure, Myriam parlait d'autonomie, c'est exactement dans cette perspective-là qu'on se retrouve, c'est une perspective révolutionnaire. Il faut lire Fanon, notamment, qui justement utilise tout ce registre de la politisation de la puissance, qui est extrêmement intéressant, qui nous éloigne aussi d'un antispécisme très, je l'appelle civilisationnel, où finalement ça concerne que une certaine classe très bourgeoise de militants blancs. Et finalement, avec cette stratégie politique de la puissance d'agir des animaux, les animaux prennent une place dans la lutte de libération. Et ça, c'est très important. C'est très important et c'est l'animal, on peut en parler parce qu'on a été dans les abattoirs, parce qu'on vit avec des animaux dans un sanctuaire. Et quand on rentre dans les abattoirs, les premiers à résister, c'est les animaux eux-mêmes. Ils ne vont pas à l'abattage de gaieté de cœur, loin de là. Ils exercent une résistance puissante, une résistance physique au sort qui leur est destiné. Et cette résistance-là, elle est aujourd'hui complètement invisibilisée. Et le minimum que l'on puisse faire quand on se dit activiste antispéciste, c'est certainement de la mettre en valeur et de faire comprendre qu'ils ont un rôle à jouer dans la lutte qui les concerne et révéler leur potentiel révolutionnaire. Parce qu'il y en a marre des animaux qui sont présentés uniquement comme des individus souffrants, ce sont des individus révolutionnaires. Alors bien évidemment, ils ne font pas la révolution avec les mêmes codes que nous, avec les mêmes méthodes, mais ils peuvent la faire. Et aujourd'hui, c'est peut-être à nous, justement, d'essayer de montrer cela. Et quand on vit dans un sanctuaire avec des animaux, je peux vous garantir qu'on le constate tous les jours. Ils sont rebelles à l'autorité, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils ont une capacité d'agir et d'autodétermination qui est insoupçonnée et qui est très intéressante à étudier. Et il y a aussi, il faut comprendre que les animaux dans notre société, ils sont aussi, ils sont bien évidemment opprimés jusque dans leur corps qui devient une véritable prison. Et c'est vrai que quand on les voit évoluer dans des sanctuaires, quand ils sont libérés finalement de cette oppression, il y a une puissance de leur corps, une espèce de forme de dignité qui revient à la surface. Et moi, ça nous fait penser à des extraits de Fanon, encore une fois, et je vais vous en lire un beau parce qu'il est exactement, nous, ce que l'on vit au quotidien finalement. Il dit « L'indigène est un être parqué, l'apartheid n'est qu'une modalité de la compartimentation du monde colonial. La première chose que l'indigène apprend, c'est à rester à sa place, à ne pas dépasser les limites. C'est pourquoi les rêves de l'indigène sont des rêves musculaires, des rêves d'action, des rêves agressifs. Je rêve que je saute, que je nage, que je cours, que je grimpe. Je rêve que j'éclate de rire, que je franchis le fleuve d'une enjambée, que je suis poursuivi par des meutes de voitures qui ne me rattrapent jamais. » Et ça fait exactement sens
effectivement, quand on vit dans un sanctuaire avec des animaux qui se libèrent progressivement et qui progressivement cheminent vers une forme d'autonomie. Parce que c'est ce qu'on essaye de leur apporter, c'est pas d'en faire des peluches pour prendre en photo et récolter des dons, c'est de leur apprendre en fait et d'essayer avec eux de cheminer vers une forme d'autonomie. Et ça, c'est un travail qui est très important et qui doit être mené. Alors, quand on parle de cette politisation de la puissance des animaux, chez nous, elle s'accompagne aussi d'une politisation de la puissance des activistes, voilà, qu'on appelle des complices de lutte. Et cette politisation de la puissance, elle passe par une pratique de l'action directe. Parce que quand vous pratiquez l'action directe, selon nous, vous devenez réellement un sujet politique. Il y a quelque chose, tout d'un coup, vous vous confrontez au pouvoir en place. Alors c'est voilà, Geoffroy de La Gannerie, qui est un philosophe, un sociologue et philosophe qu'on aime beaucoup, et dans son dernier ouvrage, voilà, La conscience politique, il parle très bien de ça, il appelle ça l'expérience du sujet politique, c'est de faire le touchant-toucher voilà, avec le pouvoir. Et c'est vrai que nous, quand on évacue des abattoirs, par exemple, et qu'on fait tout d'un coup cette rencontre avec le pouvoir, il y a quelque chose qui, voilà, c'est à cet instant-là qu'on fait l'expérience d'être un sujet politique, parce que finalement on rencontre à ce moment-là l'État, et on comprend qu'en fait on est dans un conflit de souveraineté, et c'est extrêmement, voilà, je vous encourage à lire en tout cas son ouvrage, parce qu'il est très intéressant du point de vue justement de la stratégie politique et de l'action directe. Voilà ce qu'on voulait dire sur la puissance d'agir des animaux. Je parle beaucoup, j'ai dépassé peut-être le temps. Oui, alors juste avant, parce que du coup, voilà, sur l'intersectionnalité des luttes, voilà, simplement rappeler très rapidement que c'est un message que, voilà, qu'on porte aussi dans notre activisme, parce que malheureusement, le mouvement animaliste est gangréné voilà, par ce refus de l'intersectionnalité, et même pire, par des associations qui revendiquent clairement un racisme, voilà, une islamophobie qui est à peine voilà, masquée, pourrait-on dire. Et c'est vrai que c'est aujourd'hui un très très gros problème, parce que on n'envisage pas en fait finalement l'antispécisme comme une refonte complète en fait de la société, comme un changement structurel. En fait, l'antispécisme est encore vu dans le milieu animaliste, dans celui-là, comme un appel simplement à la sensiblerie, à l'empathie, et ça ne va pas plus loin, ça n'a pas de visée politique. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ce message de l'intersectionnalité, il est très important pour nous, voilà, à l'importer dans le mouvement animaliste, et je peux vous garantir que c'est pourtant extrêmement compliqué. Et voilà, alors ça amène bien sûr au problème de la convergence des luttes, sur laquelle là on est voilà, peut-être moins favorable, parce que la convergence des luttes, c'est vrai que c'est aussi une forme de monisme, une forme de, voilà, de faire comme si toutes les luttes avaient le même ennemi finalement, et de les accumuler simplement sans respecter leur singularité. On peut être solidaire des autres luttes de justice sociale, mais aussi penser l'antispécisme comme une lutte singulière. Et ça, c'est important de garder cet objectif-là pour ne pas finalement devenir une lutte impuissante. Voilà, il ne faut pas que la convergence des luttes mène à devenir impuissant finalement en voulant nous fondre toute lutte ensemble finalement vers un ennemi imaginaire commun. Toutes ces luttes ont des singularités, elles affrontent aussi des systèmes de domination qui sont particuliers. Donc il faut quand même garder ça à l'esprit, ça reste extrêmement important, il me semble, à concevoir. Alors sur le droit, alors c'est vrai que là on a un positionnement qui est un petit peu particulier. On a beaucoup pratiqué dans notre collectif ce qu'on appelle la désobéissance civile. Alors on ne l'a pas pratiqué en pensant la désobéissance civile que c'était le moyen le plus extraordinaire. Ça n'a été pour nous finalement qu'un moyen temporaire de lutter contre le spécisme. Alors j'explique simplement pourquoi. C'est vrai que quand on dit désobéissance civile, finalement ça présuppose en fait qu'on doit une obéissance aux lois, qu'on doit une obéissance à l'État, etc. Et c'est pas exactement la position dans laquelle on se trouve. Je crois qu'aujourd'hui ce terme-là, il est galvaudé, il est extrêmement utilisé notamment dans la lutte écologiste, etc., comme si c'était le nec plus ultra du militantisme. Je crois qu'il faut un petit peu en revenir, parce que finalement il ne faut jamais oublier que dans la désobéissance civile, finalement vous agissez à visage découvert, vous brandissez votre grande citoyenneté, etc. Mais à la fin finalement, qui est-ce qui gagne ? Vous êtes réprimé dans la désobéissance civile, puisque vous agissez à visage découvert, vous offrez finalement la répression. Donc au final, qui gagne quand on pratique la désobéissance civile? C'est bien l'État qui gagne, puisque l'État vous réprime, et il faut arrêter de croire qu'il existe la possibilité de procès politique, c'est faux. C'est pas par cette voie-là, à mon avis, qu'on obtiendra la moindre amélioration. Donc je crois qu'il faut un petit peu revenir de cette idée de la désobéissance civile comme un moyen extrêmement
extraordinaire et comme une fin en soi. La désobéissance civile est intéressante parce qu'elle peut mener des sujets à exercer de l'action directe, voilà, à développer une pratique autonome de l'action directe, mais c'est bien tout le seul avantage finalement qu'on lui reconnaît aujourd'hui. Donc je crois qu'il faudrait aussi discuter de cette méthode-là. Alors ça pose la question du réformisme et de l'étatisme. Est-ce que l'on croit aujourd'hui qu'une évolution, effectivement une libération animale pourrait passer par une évolution du droit? Très honnêtement, et pourtant je suis juriste, nous ne le pensons pas. Nous ne le pensons pas parce qu'il faut quand même comprendre que tout le droit finalement est structuré d'une manière aussi qui favorise finalement les dominations. Et il faut arrêter de croire que le droit c'est le contraire de l'arbitraire, que quand on vit dans un état de droit, on est dans un état parfait. Ce n'est pas vrai, le droit c'est un instrument, c'est une coquille vide. Après les lois finalement, tout l'appareil législatif, etc., il est mis en œuvre par un petit groupe de personnes qui se servent de l'appareil d'État, qui se servent des lois pour imposer leur volonté individuelle. Donc finalement il faut arrêter de prêter aux notions d'État, de droit, de loi, etc., des vertus finalement qu'ils n'ont pas. Aujourd'hui, on vit sous un État qui est spéciste, où le spécisme est largement encouragé, où les institutions sont spécistes. C'est tout. C'est imposé à la communauté animale, point. Il n'y a pas forcément à vouloir attendre quelque chose de ce point de vue-là. Et je crois qu'il y a, le militantisme animaliste est toujours dans cette recherche, dans cette demande de plus de lois, d'amélioration, etc. Mais il ne comprend pas en fait qu'il demande ça à son ennemi. Que l'État aujourd'hui est un ennemi de la libération animale et qu'il faut oser le dire. Alors bien évidemment ça pose aussi la question de la violence, qui est une question qui n'est jamais abordée dans le mouvement animaliste, comme dans tous les autres mouvements de justice sociale. On a tendance à brandir un petit peu aussi l'étendard de la non-violence comme une grande vertu. Je crois qu'aujourd'hui il faut absolument discuter de la violence. Il faut arrêter de lui attribuer un côté moral et le voir simplement comme une tactique. Aujourd'hui, la violence nous permettrait-elle de sortir de l'impuissance et de l'inefficacité? Est-ce que finalement s'approprier la violence dans nos méthodes de lutte, ce n'est pas justement en contester le monopole de l'État, qui aujourd'hui est le seul à pouvoir utiliser d'une violence qui est illégitime? Tout ça, c'est des questions qui doivent absolument être posées, qui sont très intéressantes et qui nous permettraient sans doute de développer des stratégies beaucoup plus pertinentes et efficaces. Et je crois qu'il faut absolument oser en fait ouvrir ces débats et se positionner immédiatement comme non-violence. C'est encore une fois adopter une posture de privilégié et c'est oublier que tous les opprimés peuvent se servir de la violence pour se libérer et que la violence reste effectivement un moyen de libération, en tout cas selon nous. Et voilà, je suis beaucoup parlé. Merci beaucoup Tiffany, c'était extrêmement intéressant. Et je voulais rebondir juste sur... merci pour cette précision sur le droit et qui nous apporte un nouvel angle d'approche de cette notion. Mais les sanctuaires sont extrêmement importants dans votre démarche, notamment parce qu'ils permettent d'instaurer des espaces de liberté, où justement tous les individus ont des droits fondamentaux, c'est-à-dire des droits qui se rapportent à leur liberté d'agir et d'action autonome. Est-ce que finalement, quelle est la différence entre ce droit-là et le droit que vous venez de critiquer? Est-ce que c'est pas finalement une expérience à une échelle microscopique, certes, mais qui pourrait être porteuse d'un nouveau droit, et si oui, ce serait lequel? Alors c'est vrai que sur les petits territoires en lutte, que l'on appelle les sanctuaires, il existe un droit finalement particulier, alors un droit qui ne vient pas de l'état de l'appareil législatif traditionnel, un droit finalement qui s'impose de par lui-même et qui donne effectivement une forme de liberté aux animaux qui vivent dans ces lieux, parce qu'il faut quand même rappeler que le droit à l'extérieur des sanctuaires aujourd'hui, il continue de placer les animaux sous la catégorie de choses. On ne va pas refaire ici toute l'histoire du droit animalier. Et aujourd'hui, je crois que tout le monde le sait, les animaux continuent d'être régis par le régime des biens, dans notre loi, même s'ils sont qualifiés d'être sensibles, ça ne change finalement rien. Ce n'est qu'une disposition qui est énormément symbolique et c'est tout finalement, qui fait pour faire plaisir, et encore, mais qui n'emporte finalement aucun effet juridique. Alors le problème des sanctuaires, c'est que certes, dans ces espaces, ils acquièrent une forme de liberté et ils en jouissent, mais ils sont aussi très vite rattrapés finalement par le droit de l'extérieur. Et aujourd'hui, on en vit l'expérience dans notre sanctuaire, puisque par exemple, l'un des animaux qui réside depuis 4 ans est
est aujourd'hui menacé d'un abattage administratif parce qu'il ne possède pas en fait, de boucle d'identification accrochée à ses oreilles. Et je crois que cet exemple en fait, montre que malheureusement, voilà, même si sur ce territoire il y a une forme de liberté qui s'exerce, ils sont néanmoins rattrapés par le droit de l'extérieur, par les lois spécistes de l'extérieur, et qui a aussi un vide juridique pour les animaux qui vivent dans les sanctuaires, c'est-à-dire qu'ils sont libérés concrètement finalement, mais en tout cas le droit ne leur reconnaît pour autant aucun statut particulier. Il n'existe pas aujourd'hui de statut pour les animaux qui vivent dans les sanctuaires, ils restent soumis à toutes les dispositions qui exigent qu'ils soient identifiés, qu'ils subissent des tests chaque année pour prouver qu'ils ne sont pas malades, etc., etc. Donc ils sont encore soumis finalement au régime qui vaut pour les animaux dits d'élevage. Et en fait, finalement, il y a un vide juridique complet en fait, à ce niveau. Donc c'est très compliqué. Finalement, est-ce qu'on peut vraiment vivre en dehors? En fait, est-ce qu'il existe aujourd'hui un espace finalement où on peut vivre hors de l'état spéciste? Est-ce que c'est possible finalement? Est-ce qu'il existera un espace pour finalement pour une forme d'anarchie en fait? Et c'est effectivement la réponse est non. Voilà, c'est aujourd'hui une impossibilité qu'on vit même concrètement, puisque comme je venais de le rappeler, on est très souvent rattrapé malheureusement par la loi spéciste. Mais en tout cas, il y aurait matière à réfléchir sur un statut qui serait à créer pour les animaux qui vivent dans les sanctuaires, même si on n'accorde pas d'importance et qu'on ne pense pas que la libération animale viendra par la loi, il n'empêche qu'en attendant, il serait peut-être intéressant de travailler sur ces questions-là, et c'est un travail de juriste, pour effectivement essayer de trouver un statut dérogatoire pour ces animaux, pour que, ils puissent en tout cas jouir d'une forme de liberté, qui soit davantage sécurisée. Merci beaucoup. Merci pour votre intervention. Et avant de clore la conférence, on va revenir sur vos pratiques militantes au sein de 269 Libération Animale. Donc la plupart des collectifs animaliers recourent à des actions traditionnelles comme les manifestations, les pétitions, les sensibilisations. Alors que vous nous faites davantage des actions directes comme les blocages d'abattoirs, les exfiltrations d'animaux, etc. Donc déjà, pourquoi? Et puis, quel est votre regard sur les différentes pratiques militantes de manière assez rapide? Alors, effectivement, dans notre collectif, on a engagé une réflexion sur l'action directe parce que l'action directe nous permet de sortir de l'abstraction du discours et de l'idéologie. Et nous, on est toujours très frappés de voir que même dans une conférence sur la libération animale, nous n'avons jamais discuté de savoir comment on allait faire en fait la libération animale. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de productions théoriques sur l'antispécisme. On discute à n'en plus finir sur ses fondements, sur comment il faut l'envisager, etc. Mais bon sang, mais comment on fait en fait? Comment on fait en fait la libération animale? Comment pratiquement en fait on fait cette révolution qui est nécessaire? Et malheureusement aujourd'hui, la théorie ne parvient pas à déboucher sur des pratiques. Et je crois que si l'antispécisme est le lieu d'une innovation, certes théorique, en tout cas sur la pratique, il reste bien des choses à faire. Et c'est quelque chose qu'il faut absolument changer. Ça correspond aussi à une désertion complète du réel de la part aussi de beaucoup de mouvements de justice sociale à gauche d'ailleurs. La dimension sensible n'est plus du tout investie. Je crois que l'action directe justement permet de remettre un petit peu parfois de concret en fait dans une lutte. Et ça me semble quand même fondamental. Je crois que la pratique de l'action directe, elle vient aussi de notre approche très matérialiste finalement du spécisme. C'est-à-dire qu'au lieu de considérer finalement que le système spéciste est choisi par les individus, nous on le considère plutôt comme étant institué. Finalement, on est dans un monde où il existe des structures de domination que nous n'avons pas choisies. On est jeté dans ce monde à notre naissance, ces structures de domination existent déjà, elles sont déjà en place. Et finalement, on ne les choisit pas. Nous, effectivement, on a une vision beaucoup plus structurelle, en fait, finalement, du spécisme. Et ça exige forcément que derrière, au lieu de s'attaquer finalement à la conscience des individus, à vouloir à tout prix les convaincre d'être véganes, on va davantage cibler les institutions et les structures
posture de domination que l'on estime être responsable finalement de la situation et surtout être à l'origine en fait voilà, du système spéciste. Et ça c'est très important parce que ça change complètement la donne sur les pratiques militantes effectivement que l'on adopte. Et ça change aussi forcément le rapport que l'on a à l'État. À partir du moment où on démystifie l'État pour y voir finalement qu'un appareil qui est utilisé par des puissants pour imposer leur volonté à tous les autres, et bien ça change beaucoup de choses. Effectivement, quand on pratique les manifestations, les pétitions, etc., les sittings, ce que vous voulez, on est finalement dans des modes de contestation qui sont prévus par l'État, qui sont déjà prévus dans le système de la démocratie représentative, qui sont en quelque sorte déjà codifiés. On ne prend pas du tout l'État par surprise quand on pratique voilà, ces tactiques militantes-là. C'est des formes qui sont déjà prescrites par le régime. Donc finalement, on échoue quelque part voilà, à vouloir changer les choses. Et en tout cas, voilà, Célan comme moi, nous pensons que la libération animale ne peut advenir dans un système de démocratie représentative. Au risque de choquer, effectivement, on n'y croit absolument pas. Donc à partir de ce moment-là où on ne croit pas à ce système, pourquoi voudrions-nous à tout prix finalement changer les lois ou finalement s'y voir intégrer? En fait, pas du tout. Je crois que tout à l'heure, justement, Myriam parlait de ça, qu'elle ne voyait pas la libération animale comme une lutte d'intégration, mais nous non plus, absolument pas. C'est davantage une lutte pour l'autonomie. Donc à partir de ce moment-là, y a deux options. C'est soit l'État, on se dit c'est un appareil qu'on veut s'attribuer, donc on mène une lutte pour se l'approprier et pour imposer un ordre social plus juste aux autres, à ceux qui n'en veulent pas. Soit alors on dit, voilà, l'État, on doit s'en passer et inventer un autre régime, on va vers quelque chose qui relève davantage de l'anarchie. Mais en tout cas, voilà, dans les deux cas de figure, l'utilisation des outils traditionnels de la contestation n'a aucune pertinence. Et encore une fois, voilà, il y a une grande différence à faire entre toutes les pratiques contestataires qui relèvent de l'expression en fait, publique du désaccord, c'est-à-dire je vais dans la rue, je dis que je ne suis pas d'accord avec quelque chose, je dis non, alors certes je le dis dans la rue avec d'autres personnes, mais je me contente juste de dire que je ne suis pas d'accord, et l'action directe, qui est de l'action, voilà, qui produit des effets. Donc là, on est dans quelque chose de tout autre. Et c'est pour ça que la pratique de l'action directe est extrêmement intéressante, parce qu'on se passe de l'État. En fait, c'est nous, finalement, qui maîtrisons le temps politique, c'est nous qui imposons, finalement, à l'État ce qu'on a envie de faire. Et là, on change complètement, on inverse complètement le rapport, et il y a quelque chose de la puissance qui vient. Et c'est important pour une lutte d'avoir de la puissance. C'est très important qu'elle soit constitutive aussi aujourd'hui d'une menace. Aujourd'hui, le mouvement animaliste n'est absolument pas une menace pour l'industrie capitaliste spéciste, absolument pas. On construit des abattoirs sans se soucier une seule seconde qu'il puisse y avoir une opposition concrète de la part de certains activistes. Non, voilà, la question ne se pose même pas, parce qu'en fait, on n'existe pas. Tant qu'on ne représente pas une menace, tant qu'on ne sera pas une menace pour l'industrie spéciste, nous n'existerons pas. Aujourd'hui, nous pensons que la lutte antispéciste, en fait, n'existe pas. Voilà. Elle produit, certes, beaucoup d'écrits très intéressants, mais est-ce que concrètement elle existe? Est-ce qu'elle emporte des effets? En fait, nous ne pensons clairement pas. Et on ne pense pas que voilà, les quelques blocages d'abattoirs qu'on a fait, voilà, certes, ils contribuent, ils vont peut-être dans ce sens-là de donner de la puissance, mais en tout cas, ils ne sont pas suffisants. Et ça, c'est très important de le reconnaître parce qu'il faut quand même en revenir toujours à cette notion d'échec et voilà, et partir de là pour essayer de voir pourquoi ça ne va pas. Et il me semble que c'est quand même très important. Et aujourd'hui, il y a un renouveau de l'action directe dans les mouvements de justice sociale. Il n'y a pas que nous qui pratiquons l'action directe. Quand on voit l'exemple de l'Aquarius, par exemple, qui va secourir des migrants en mer, etc., il y a quand même aussi là une volonté de se servir de l'action directe parce que justement, l'État ne faisant rien, on se passe de lui. Et ça, c'est des pratiques de lutte qui nous semblent extrêmement intéressantes. Alors après, ça amène la question évidemment de la répression. Parce que, voilà, pour préparer cette conférence aujourd'hui, on n'a pas pu bien la préparer parce qu'on a la police, nous, tous les jours à notre porte. C'est ça aussi d'être activiste. À un moment donné, il faut aussi ramener un peu de concret. Voilà, on parle beaucoup, mais qu'est-ce que c'est en fait aujourd'hui la libération animale? Comment vivent les animaux qui subissent l'oppression? Comment vivent les activistes qui essaient de l'aider? Mal, très mal. Aujourd'hui, il y a une répression, on n'en a pas parlé, mais c'est très dur à vivre. On a été condamné 13 fois, on est condamné à plus de 2 ans et demi de prison avec sursis. Ça veut dire que si on met le moindre pied dans un abattoir, on est directement en prison aujourd'hui. C'est quand même des situations qui sont compliquées, qui nous empêchent aujourd'hui aussi d'avancer et sur lesquelles il faudrait se poser des questions parce qu'une révolution ne peut pas se passer de ces aspects pratiques-là. C'est bien beau de dire qu'il faut faire la révolution, mais la question la plus importante, c'est comment on la fait. Et on le doit aux animaux.
on doit se poser ces questions-là parce qu'il y a un caractère d'urgence éminent que l'on saisit quand on rentre dans les abattoirs et qu'on ne peut plus ensuite faire comme si ça n'existait pas et comme si nous avions le temps de parlementer à foison. Merci beaucoup Tiffany pour cette intervention et ce recadrage. Je vais profiter de ce moment pour mettre un peu en lumière les actions de 269 libération animale et ce qui reçoit beaucoup de réflexions. C'est très compliqué. Je pense que de notre niveau, ce qu'on pourrait faire, c'est déjà faire un appel au don pour les sanctuaires et notamment les soutenir dans leurs actions si vous le souhaitez. Donc c'est sur le site. Ouais, sur la page Facebook. Voilà. Donc on va passer au moment du débat. Si jamais il y a des questions que vous souhaitez adresser. Déjà, merci pour c'est plutôt pour un petit enseignement par rapport à la puissance des opinions. Du coup, comment on peut redonner cette puissance de Pardon, j'ai pas bien entendu le début en fait de ta question. C'était sur la puissance des animaux, hein, c'est ça. Comment leur redonner en fait cette puissance, c'est ça. Voilà, je voudrais continuer un peu. Déjà effectivement dans les sanctuaires. Bon, les sanctuaires, c'est des lieux effectivement où la puissance des animaux finalement surgit en fait mieux que nulle part ailleurs, puisque libérés finalement du carcan matériel et puis du carcan idéologique aussi de l'oppression, voilà, ils gagnent en fait en autonomie, en dignité et aussi en puissance de leur corps. Il y a un rapport au corps qui est complètement différent. Voilà, on dit souvent, c'est des petites histoires, des petites expériences en fait, mais qui ont tout leur sens. C'est vrai que quand on est dans le sanctuaire, finalement, en fait, les animaux prennent très rapidement le dessus sur nous, le rapport de force est inversé, c'est-à-dire que par exemple, on a des veaux qui sont aujourd'hui devenus adultes, et je peux vous assurer que en fait, quand on est face à eux, c'est eux qui sont beaucoup plus puissants que nous, et la seule chose qu'on a à faire, c'est fuir, quand ils n'ont pas envie de nous voir. Et c'est très intéressant, parce qu'en fait, de cette petite anecdote, finalement, on découvre en fait que le rapport de force en fait s'inverse, et c'est très intéressant aussi, au-delà du caractère anecdotique. Et la puissance aussi, comment est-ce qu'en tant qu'activiste, en dehors des sanctuaires, on peut leur redonner. Je crois que nous, en fait, l'idée, par exemple, des blocages d'abattoirs, elle nous est venue en allant dans les abattoirs. On y est allé une nuit et en fait, on a vu dans le couloir de la mort, vous savez, les animaux attendent en fait parqués et après ils empruntent un couloir de métal en fait pour aller au poste d'abattage. On y a vu un taureau. Le taureau qui est quand même le symbole de la puissance, qui est un animal extrêmement fort, qui était dans ce carcan de métal et qui ne pouvait pas bouger. En fait, il était face au poste d'abattage et la seule chose qu'il faisait, c'est qu'il râlait. Il soufflait de toutes ses forces, il tapait partout dans les parois avec la fureur de vivre en fait. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait dans la rue, le samedi, alors qu'on pourrait être là à essayer en fait, par complicité finalement, d'essayer de lui apporter une puissance en fait complice en fait, essayer de résister avec lui pour le mettre en valeur sa résistance à lui, mais aussi pour concrètement créer du dommage économique effectivement à l'industrie spéciste qui le tue. Et ça, je crois que ce geste-là en fait, finalement de descendre de son piédestal de militant humain avec sa belle pancarte, se faisant prendre en photo, etc., pour aller dans les lieux où ça se passe aussi et pour agir concrètement, finalement, on dit souvent, bras dessus, pattes dessous, mais c'est ça. Il y a quelque chose en fait qui se passe à ce moment-là et qui, à mon avis, participe d'une mise en valeur de la puissance des animaux qui est invisibilisée, parce que la résistance dont ils font preuve dans les abattoirs n'est pas montrée par le mouvement animaliste. Elle n'est absolument pas mise en valeur, elle n'est pas... Donc c'est peut-être aussi ce geste-là de changer de lieu finalement d'action qui a permis aussi cette mise en valeur de la puissance animale. Et il y a une forme de co-résistance en fait qui s'organise et qui me semble être une perspective intéressante de lutte. Parce que parfois dans l'action directe, parfois on n'utilise pas la co-résistance. Toutes ces images d'ALF, on voit des militants, souvent hommes d'ailleurs, très musclés, qui tiennent des animaux très vulnérables dans leurs bras après une libération. C'est plutôt le sens inverse, on a plutôt l'impression du sauveur en fait. Et cette mythe en fait du sauveur dans le militantisme animaliste est très néfaste à mon avis. Les animaux ne sont pas des êtres vulnérables, ils ont une puissance en eux, une puissance qui est malheureusement finalement étouffée. Donc à nous peut-être justement de la remettre en valeur et de montrer.
même si c'est pour eux extrêmement difficile d'organiser une résistance, forcément, parce que déjà, d'une, ils subissent une domestication, voilà, donc qui fait que de toute façon, ils naissent déjà soumis, et en plus, ils sont dans des appareils de contention qui, de toute façon, les soumettent et empêchent toute forme de rébellion organisée, on va dire. En tout cas, ils ont une forme de rébellion qui n'est pas celle qui fonctionne avec nos codes, mais en tout cas, elle existe. À nous peut-être d'inventer des méthodes de lutte qui la mettraient davantage en valeur et qui la rendraient peut-être aussi efficace. Du coup, je vais poser aussi une question à vous sur deux choses, parce que je ne vois pas forcément une opposition quand on a, par exemple, si on met des images qu'on dit misérabilistes. En fait, l'émotion aussi, la souffrance, c'est une puissance en propre. C'est juste que si on joue juste sur ce registre, c'est peut-être problématique parce qu'on l'objectivise, on n'a pas toutes les autres caractéristiques qui peuvent être témoins d'une puissance. Donc ça, c'est ma première question. Est-ce qu'on peut voir aussi cette forme de démonstration des émotions comme une puissance? Et la deuxième question, c'est comment les animaux peuvent nous-mêmes nous rendre puissants et changer notre rapport à notre propre puissance dans ce lien qu'on fait avec eux. Oui, alors sur le premier aspect de la question, c'est vrai qu'effectivement, ça peut, toutes ces images, de toute façon, déclenchent aussi après des pratiques militantes. C'est vrai que nous, à l'Excellent, on a commencé aussi l'activisme parce qu'on a vu des images d'abattoirs, donc des images d'animaux souffrants, etc. Ça nous a poussé à agir. Mais ensuite, on a évolué vers d'autres pratiques parce que ça reste quand même pour nous un problème. C'est pas tant finalement le fait de montrer la souffrance, c'est que derrière en fait de cette posture-là, finalement, ça invisibilise en fait les animaux dans la lutte qui les concerne pourtant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça en fait qui nous dérange davantage. C'est que finalement une lutte qui s'organise sans les opprimés eux-mêmes ne peut pas fonctionner. De toute façon, l'histoire nous l'a montré sur plein d'exemples. Et je crois que c'est vraiment ça le principal problème, c'est qu'en fait, on ne peut pas calquer des pratiques qui ont marché pour les luttes, alors là je vais employer les luttes humaines, dans la lutte antispéciste. En fait, c'est un terreau d'innovation politique, la lutte antispéciste, parce qu'il va falloir essayer d'inventer autre chose. Inventer autre chose parce que les animaux ne fonctionnent pas avec les mêmes codes, avec les mêmes règles que nous, ils n'ont pas accès à l'espace public, par exemple. Donc quel est l'intérêt d'un militantisme dans l'espace public alors que les animaux n'y ont pas accès? Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, ça nous pousse en fait à une innovation politique et qui est tout à fait créatrice, etc. Mais à nous d'imaginer des pratiques de lutte qui incluent en fait les opprimés. C'est très difficile et on ne prétend absolument pas que les blocages, les libérations, les sanctuaires soient tout ce qui existe. Il existe d'autres choses à inventer et qui pourraient nous donner plus d'efficacité. Mais le principal problème, en tout cas pour nous, est celui-là. Et sur la deuxième partie de la question, c'est très vrai que en fait, nous qui vivons, qui partageons notre quotidien avec les animaux, en fait, et qui sommes en contact finalement de cette puissance animale aussi, ça modifie aussi nos pratiques de lutte finalement. C'est notre plus grande source d'inspiration. C'est pas les livres, c'est pas le savoir théorique, c'est très souvent eux en fait qui finalement nous donnent des idées, nous suscitent l'imagination, etc., la création, l'innovation politique. Et c'est par exemple sur l'idée d'autonomie, c'est eux en fait qui nous l'ont donné. Au début, on avait une vision des sanctuaires très finalement classique. C'est-à-dire on s'occupe des animaux, on doit les protéger, on doit être avec eux, etc. Et finalement, c'est eux qui refusaient parfois ce contact et qui nous montraient qu'ils voulaient développer quelque chose, pas forcément avec nous. Et en fait, ça nous a poussé à réfléchir à leur autonomie. Donc de là, elles sont nées plein d'idées sur l'autonomie animale et plein de choses. Donc vous avez raison, c'est vrai que ça finalement, ils sont aussi des sources d'inspiration tout à fait pour nous. Moi j'ai une question un peu plus ciblée encore pour vous, Tiffaine, notamment sur la question des sanctuaires. Je me posais la question, vous parliez de répression un peu plus tôt, justement comment la répression s'organise au niveau des sanctuaires, comment vous gérez les possibles représailles que je suppose que vous avez sur le plan juridique, sur le plan toutes les autorités, comment ça se déroule et comment vous arrivez à maintenir en place ce genre de structure. Et encore une fois sur le plan légal, et comment en ouvrir d'autres avec qui vous travaillez dans ce genre d'endroit, et un peu tout ce déroulement
c'est vrai que j'ai envie de dire, dans un sanctuaire, en fait, on vit au jour le jour. Parce que malheureusement, on ne peut absolument pas se projeter dans l'avenir. Alors on est vraiment dans une position d'insécurité dans le sens où en fait on est un sanctuaire un petit peu particulier parce que le sanctuaire finalement, notre sanctuaire c'est un peu la base arrière en fait finalement de l'activisme qu'on a essayé d'emporter. Donc c'est pas juste en fait un refuge, voilà. C'est vraiment un sanctuaire d'activistes, j'ai envie de dire. Et c'est là aussi où finalement on voit que les autorités s'acharnent davantage en fait, sur nous, davantage que sur d'autres refuges finalement. C'est parce que derrière en fait il y a toute cette pratique militante qui s'est mise en place, parce que le sanctuaire sert aussi finalement de point de rencontre en fait entre des activistes, parce que naissent de ce sanctuaire des idées, des initiatives, etc. et aussi des pratiques autonomes, d'action directe. Et c'est vraiment ça aujourd'hui qui pose finalement problème et qui fait que l'État finalement déploie en fait tout son arsenal répressif contre ce territoire en lutte là spécifiquement. Et ça c'est important de le comprendre, c'est parce que derrière il y a aussi tout un discours très politique sur l'autonomie qui s'inscrit aussi finalement très à gauche. Donc toute cette idéologie là aussi explique effectivement cette répression. Alors concrètement, finalement, comment on s'organise, on n'a pas de réponse forcément précise. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dès que quelqu'un vient en sanctuaire, il y a un contrôle d'identité qui est pratiqué par la police. Voilà. Ils tournent autour en fait, du sanctuaire, tous les jours ils sont là. Finalement, il y a une omniprésence de la police qui fait que finalement, après la répression existe dans votre tête en fait, quotidiennement. Ce qui vous freine énormément aussi sur les initiatives que vous pouvez avoir. Et ça, c'est quelque chose dont on ne se rend pas forcément compte à l'extérieur, mais c'est très compliqué de vivre comme ça. Parce que c'est quelque chose qui existe en permanence et il faut faire avec, malheureusement. Donc ça, effectivement, ça a un effet sur les pratiques militantes. Ça a aussi un effet finalement sur les habitants du sanctuaire, puisque tout à l'heure on parlait qu'il y a des animaux qui sont menacés d'abattage administratif, parce qu'évidemment, sortis des abattoirs, ils n'ont pas de papier. Ils sont placés dans un sanctuaire qui est un territoire, certes, qui les protège, mais dans la mesure du possible, puisque ce n'est pas un territoire qui existe en dehors de l'État, ils restent soumis à la loi spéciste. Donc malheureusement, il faut composer avec. Alors certes, on a un avocat qui est là pour les cas d'urgence, etc. Mais ça ne règle pas toutes les solutions. Et c'est vrai que c'est très compliqué. Alors souvent on compare ça peut-être à des ZAD ou à cet activisme géographique aussi qui s'est mis en place finalement dans la lutte écologiste. C'est la politique préfigurative, c'est l'invention d'une nouvelle géographie finalement, c'est très important, mais en tout cas c'est très compliqué effectivement concrètement de sécuriser ces lieux-là. Alors on travaille aussi avec d'autres sanctuaires qui sont cachés. Voilà. Donc c'est des sanctuaires qu'on a créés ailleurs, dans des endroits, mais en tout cas qui sont cachés dans le sens où personne ne sait que ce sont des sanctuaires. Voilà. C'est tout simplement des espaces. Des territoires qui appartiennent à des particuliers et sur lesquels effectivement vivent des animaux qui ont été exfiltrés du système spéciste mais qui ne sont pas déclarés comme étant des sanctuaires, qui ne sont pas connus des services de police. Et c'est grâce à ces lieux-là finalement qui sont aussi des bases arrières qu'on peut aujourd'hui placer des animaux en sécurité aussi, puisque nous malheureusement en tout cas sur le lieu actuel sur lequel on vit, on subit beaucoup de répression, ce qui complique énormément de choses pour accueillir des animaux. On a reçu avant-hier un arrêté préfectoral qui dit que nous avons l'interdiction, en gros, d'introduire d'autres individus en terre. Depuis 2 jours, de même une fourmi à bord. Voilà. Donc il faut te dire que à quel point, sur les drones, les faux pêcheurs, les faux les faux cyclistes. Oui, puisque la police utilise un tas de stratagèmes pour prendre des photos, pour faire du renseignement, en fait, tout simplement. C'est vrai que souvent, dans les procès que nous avons, les procureurs qualifient souvent le sanctuaire du Carnac, de la lutte antispéciste. Il y a toute une fantasme, en fait, autour de ce lieu, réputé servir, on disait tout à l'heure, de base arrière à des activistes qui pratiquent l'action directe, mais qui sont inscrits aussi, dans une certaine idéologie d'extrême gauche. Donc tout ça crée aussi un terrain extrêmement malheureusement propice à la répression. Et je crois que malheureusement aujourd'hui on est très mauvais sur ce domaine-là. On n'est absolument pas formé en fait à cela. On ne sait pas comment faire en fait pour continuer à lutter en fait avec cette énorme répression. L'État aujourd'hui déploie des moyens extrêmement perfectionnés. Et je crois qu'en fait l'activisme n'est pas à la hauteur. On ne s'est pas suffisamment formé en même temps que l'État.
sur ces méthodes-là de l'anti-répression. Aujourd'hui, on ne sait absolument pas faire. On ne sait pas faire, on est très amateur face à quelque chose qui est très, très professionnel, et je crois que ça c'est un gros point. C'est pour ça que tout à l'heure je disais il faut aussi savoir comment pratiquement on fait la révolution. On devrait parfois faire des conférences pour savoir comment on fait, justement. Et ça sera à mon avis très intéressant et très urgent.